Le jour de l'anniversaire de Johnny Hallyday aurait dû être un moment de rassemblement, mais ce que j'ai vu ce jour-là racontait une toute autre histoire. Une chanson hommage surgit, un visage lourd de sens apparaît dans le clip, tandis que celle que l'on attendait le plus choisit un silence total. Je me suis alors posé une seule question. Ce silence était-il un hasard, ou le message le plus brutal de tous? Ce jour-là, Johnny Hallyday a été honoré 2 fois, par 2 mondes opposés, et je me suis demandé ce que l'on cherchait vraiment à nous cacher. Le même jour, au même moment, 2 hommages ont vu le jour sans jamais se croiser. D'un côté, Pascal Obispo dévoile Appelle-moi Johnny, une chanson présentée comme un salut intime, presque brut, adressée à l'homme qui l'a connu derrière la légende. Le clip apparaît sans annonce tapageuse, porté par une musique dépouillée, grave, chargée d'émotions contenues. Tout y est symbole. Les images sont ouvertes, l'espace est vaste, l'atmosphère rappelle l'Ouest, la liberté, le mouvement. Rien n'est figé. Rien n'est muséifié. Johnny y est évoqué comme une force vivante, encore en marche. Dans ce clip, je remarque immédiatement un détail qui change tout. Une présence. Une silhouette que l'on n'avait plus vue dans ce type d'hommage depuis la disparition du chanteur. Laura Smith apparaît, sans discours, sans justification, sans mise en scène excessive. Sa présence suffit. Elle ne parle pas. Elle traverse l'image. Elle existe. Ce choix n'est pas anodin. Il ne s'agit pas seulement d'une chanson, mais d'un geste, presque d'un acte. Un hommage qui se passe de commentaires, qui se passe de validation officielle, qui se passe même d'autorisation morale. Pendant que ce clip circule, pendant que les réactions affluent, un autre hommage se déploie ailleurs, sur un autre territoire. Laetitia Hallyday publie, le même jour, son propre message. Les codes sont familiers. Des images anciennes. Des souvenirs déjà vus. Des mots tendres, personnels, adressés à celui qu'elle continue d'appeler mon amour. Rien de choquant en apparence. Rien de conflictuel non plus. C'est un hommage dans la continuité de ce qu'elle fait depuis des années. Un rituel. Une mémoire entretenue avec constance, presque avec méthode. Ce qui me frappe, ce n'est pas ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle ne dit pas. Aucune mention de la chanson. Aucun mot sur Pascal Obispo. Aucun signe adressé à Laura. Pas même un geste discret, pas même une phrase neutre. Comme si cet autre hommage n'existait pas. Comme si, ce jour-là, 2 réalités parallèles s'étaient superposées sans jamais se toucher. Je regarde ces 2 hommages comme on observe 2 scènes jouées en même temps, dans 2 pièces différentes, avec le même personnage central mais des récits incompatibles. D'un côté, un hommage collectif mais incarné, ouvert, presque sauvage, qui laisse la place à l'interprétation. De l'autre, un hommage intime, cadré, maîtrisé, qui s'inscrit dans une narration déjà établie. Aucun n'attaque l'autre. Aucun ne le reconnaît non plus. Ce silence réciproque est plus parlant que n'importe quelle déclaration publique. Il ne s'agit pas d'un oubli. Il ne s'agit pas d'un malentendu. Tout indique une volonté claire de ne pas se croiser, de ne pas fusionner les récits, de ne pas partager l'espace symbolique de la mémoire de Johnny. Chacun honore le même homme, mais selon ses propres règles, dans son propre cadre, avec ses propres témoins. Ce qui me trouble le plus, c'est que cette séparation ne semble choquer personne dans l'entourage immédiat. Comme si cette division était devenue normale. Comme si l'idée même d'un hommage commun appartenait désormais au passé. Le même jour, la même date, la même absence, mais 2 narrations totalement étanches. Ce jour-là, Johnny a été célébré 2 fois, mais jamais ensemble. Dites-moi ce que vous avez ressenti en voyant ces 2 hommages coexister sans jamais se répondre, et restez avec moi, car la suite révèle pourquoi ce silence est loin d'être innocent. Si ce récit vous aide à comprendre ce qui se joue vraiment derrière les hommages et les silences, je vous invite à soutenir la chaîne en vous abonnant, car ce que je vais révéler ensuite change profondément la lecture de toute cette histoire. Quand Laura Smith est apparue dans ce clip, j'ai compris que rien ne serait plus jamais comme avant, et je me suis demandé ce qu'elle cherchait réellement à reprendre ou à reprendre à quelqu'un. Je ne vois pas d'abord une fille endeuillée. Je vois une présence. Laura Smith surgit dans Appelle-moi Johnny sans prévenir, sans annonce officielle, sans justification préalable. Elle est là, simplement là, après des années d'absence dans ce type de moment public. 8 années de silence symbolique prennent fin en quelques secondes d'image. Pas par un discours. Pas par une interview. Par un geste visuel, presque primitif. Le décor n'est pas choisi au hasard. Le désert. L'horizon ouvert. Le vent. Et surtout, ce cheval blanc. Dès les premières images, je comprends que ce clip ne raconte pas seulement une chanson. Il raconte une position. Le cheval blanc évoque immédiatement la liberté, l'indomptable, la route sans fin. Johnny Hallyday a toujours été associé à cette image d'homme libre, insaisissable,
incapable d'être enfermée dans un cadre trop étroit. Voir ce cheval, c'est voir Johnny sans le nommer. Laura ne marche pas à côté de l'animal. Elle ne le suit pas. Elle le monte. Cette image est forte. Elle ne supplie pas l'héritage. Elle ne le réclame pas par les mots. Elle l'incarne. Monter ce cheval, c'est assumer la continuité. C'est dire sans le dire qu'elle se sent légitime pour porter quelque chose de plus grand qu'elle. Pas l'argent, pas la gloire, mais l'esprit. Ce qui me frappe le plus, c'est ce que Laura ne fait pas. Elle ne pleure pas. Elle ne dramatise rien. Aucun regard vers la caméra pour demander de la compassion. Aucun geste excessif. Elle traverse les images avec calme. Une sobriété presque froide. Comme si l'émotion avait déjà été vécue ailleurs, loin des regards, loin des réseaux. Ici, il ne reste que la présence. Le style rock western renforce cette impression. Ce n'est pas un hommage figé, encadré, institutionnel. C'est un hommage vivant, en mouvement, presque sauvage. On ne célèbre pas une statue. On accompagne une mémoire qui avance encore. Laura ne se place jamais devant Johnny. Elle avance avec lui, dans l'imaginaire collectif. Quand je lis ensuite son message publié sur les réseaux, tout prend un autre sens. Elle écrit simplement que c'est la première fois qu'elle ose rendre hommage à son père. Cette phrase est courte. Mais elle est lourde. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi avoir attendu si longtemps? Qu'est-ce qui l'a empêché pendant toutes ces années de prendre cette place publiquement? Je ne peux pas m'empêcher de penser que cet hommage n'aurait pas été possible plus tôt. Pas dans ce contexte familial. Pas dans cette guerre de récits. Rendre hommage, ce n'est pas seulement aimer. C'est aussi accepter de s'exposer. Et pendant longtemps, Laura est restée dans l'ombre, volontairement ou par contrainte. Ici, elle franchit une ligne invisible. Le choix de Pascal Obispo n'est pas innocent non plus. Il n'est pas un artiste neutre. Il fait partie de l'histoire intime de Johnny. En apparaissant à ses côtés, Laura ne s'entoure pas de n'importe qui. Elle choisit quelqu'un qui peut témoigner d'un Johnny réel, imparfait, humain. Quelqu'un qui n'a pas besoin de réécrire l'histoire pour exister. Ce clip devient alors autre chose qu'un hommage. Il devient une déclaration silencieuse. Laura n'accuse personne. Elle ne réclame rien. Elle montre simplement qu'elle est là. Qu'elle assume. Qu'elle ne se cache plus. Et dans cette famille où tout passe par le contrôle de l'image, cette simplicité devient presque subversive. Je comprends à cet instant que ce moment n'est pas destiné à émouvoir uniquement les fans. Il est adressé à quelqu'un. À ceux qui pensent détenir l'exclusivité de la mémoire de Johnny. À ceux qui croyaient que le temps avait effacé certaines présences. Laura ne demande pas la permission. Elle prend sa place. Ce n'était pas un hommage de plus. C'était une prise de position. Dites-moi si vous avez ressenti cette même force silencieuse dans la présence de Laura, et restez avec moi, car le prochain chapitre révèle pourquoi cette apparition a provoqué un silence encore plus lourd en face. Quand j'ai vu Laetitia Hallyday ne rien dire ce jour-là, j'ai compris que ce silence cachait quelque chose de bien plus dérangeant que n'importe quelle déclaration publique. Je connais le fonctionnement de Laetitia. Tout le monde le connaît. Elle est présente. Active. Attentive à chaque date symbolique. Chaque anniversaire. Chaque hommage. Chaque geste lié à Johnny trouve habituellement un écho sur ses réseaux. Elle commente, partage, remercie, entretient le lien avec les fans. Elle ne laisse jamais le vide s'installer. C'est précisément pour cela que ce silence m'a frappé. Il ne ressemble pas à un oubli. Il ressemble à une décision. Les réactions ne se font pas attendre. Je lis les messages. Certains défendent Laetitia avec ferveur. Ils parlent de dignité, de retenue, du droit de vivre son deuil sans être obligé de réagir à tout. Pour eux, se taire est une preuve de hauteur. Une façon de ne pas nourrir la polémique. Ils estiment que Laetitia n'a rien à prouver, qu'elle n'a pas à commenter chaque initiative qui touche de près ou de loin à Johnny. D'autres, au contraire, doutent. Ils trouvent ce silence trop propre, trop net, trop ciblé. Ils remarquent qu'elle a publié le même jour. Qu'elle a écrit. Qu'elle a choisi ses mots. Mais qu'elle a soigneusement évité certains noms. Certaines images. Certains liens évidents. Pour eux, cette absence n'est pas neutre. Elle est dirigée. Calculée. Presque stratégique. Je me retrouve alors face à 3 hypothèses. Aucune n'est absurde. Aucune ne s'impose totalement. La première, c'est la stratégie de communication. Laetitia sait mieux que quiconque comment fonctionne l'opinion. Elle sait qu'en parlant, elle alimente. Elle sait que chaque mot serait disséqué, interprété, retourné contre elle. Se taire, dans ce cas, devient un moyen de garder le contrôle. Elle refuse d'entrer dans un récit qu'elle ne maîtrise pas.
Elle laisse l'autre qu'en parler seul, sans lui offrir de réponse, sans lui donner l'importance d'un affrontement direct. La deuxième hypothèse est plus intime, plus fragile, et peut-être plus humaine. Ce silence pourrait être une blessure. Voir Laura prendre cette place. Voir cette image forte circuler. Voir une partie de l'héritage émotionnel de Johnny lui échapper publiquement. Tout cela peut réveiller une douleur profonde. Une douleur impossible à formuler sans perdre la maîtrise de soi. Dans ce cas, se taire n'est pas une arme, mais une protection. Un moyen d'éviter l'explosion. La troisième hypothèse est la plus froide. La plus dérangeante. L'indifférence. L'idée que, pour Laetitia, ces initiatives n'existent tout simplement plus. Qu'après des années de conflits, de procès, de rupture, elle a décidé de ne plus reconnaître l'autre camp. Ni leurs gestes, ni leurs hommages, ni leur légitimité. Un effacement volontaire. Total. Comme si ignorer était devenu plus puissant que contredire. Je ne peux pas trancher. Et je ne veux pas le faire. Ce qui me frappe, c'est que chacune de ces hypothèses tient debout. Elles racontent toutes quelque chose de cohérent. Et peut-être qu'elles coexistent. Peut-être que ce silence est à la fois une stratégie, une douleur, et une forme de renoncement. Ce qui est certain, c'est que ce silence n'est pas vide. Il est rempli de sens. Il est remarqué. Il est commenté. Il devient un acte en soi. Dans une famille où chaque mot a été utilisé comme une arme, l'absence de mots devient la plus redoutable de toutes. Je regarde cette situation et je me dis que la communication a remplacé le dialogue. Que le deuil est devenu une mise en scène parallèle. Chacun avance avec sa vérité, sans jamais regarder celle de l'autre. Et plus personne ne cherche à se comprendre. Seulement à exister séparément. Dans cette famille, l'arme la plus violente n'est plus la parole, mais l'effacement. Dites-moi laquelle de ces hypothèses vous semble la plus crédible, et restez avec moi, car ce qui va suivre explique pourquoi ce silence a provoqué une réaction explosive chez un homme qui connaissait Johnny mieux que beaucoup. Quand Pascal Obispo a prononcé certains mots à voix haute, j'ai compris que cette histoire venait de franchir un point de non-retour, et que quelqu'un avait décidé de briser une règle sacrée. Je ne parle pas d'un simple musicien frustré. Je parle d'un homme qui a partagé l'intimité artistique de Johnny Hallyday. Quelqu'un qui n'a pas connu Johnny depuis les tribunes, mais depuis les coulisses. Pascal Obispo n'est pas un témoin lointain. Il est l'un de ceux qui ont façonné la voix, les mots et les silences du rocker français à des moments clés de sa vie. Lucie, je te promets. Ces chansons ne sont pas des détails. Elles font partie de la chair même de l'héritage de Johnny. C'est pour cela que ces paroles t'ont frappé si fort. Lors d'une interview, Obispo ne parle pas de Laetitia comme d'une veuve ou d'une épouse. Il utilise un terme glaçant. Pseudo-compagne. Un mot brutal. Un mot qui nie. Un mot qui enlève toute légitimité émotionnelle et symbolique. Quand je l'entends, je comprends immédiatement que ce n'est pas une maladresse. C'est un choix. Une attaque frontale. Et surtout, une déclaration de guerre. Mais ce n'est que le début. Obispo va plus loin. Il raconte une scène précise. Johnny en studio. Concentré. Fragile peut-être. Et Laetitia à qui il aurait demandé de sortir. Pas par mépris. Pas par colère. Mais parce que la création exigeait le silence. L'espace. La confiance entre artistes. Johnny aurait alors lâché cette phrase lourde de sens. Dans la vie, on est toujours seul. Quand j'entends cela, je ne vois pas un homme entouré. Je vois un homme isolé, même au sommet. Cette anecdote change tout. Elle ne prouve rien juridiquement. Mais elle fissure l'image officielle. Elle suggère des tensions, des distances, des zones d'ombre que beaucoup préféraient ne jamais éclairer. Et surtout, elle place Obispo dans une position délicate. Pourquoi parler maintenant? Pourquoi raconter cela aujourd'hui? Pourquoi risquer une telle tempête? La réponse arrive rapidement. Après la mort de Johnny, Obispo disparaît. Plus d'invitations, plus de projets communs, plus de consultations autour de l'héritage musical. Il se dit écarté, rayé, mis à distance non pas par Johnny, mais par l'entourage. Le mot est fort. Effacé. Comme s'il n'avait jamais existé dans cette histoire. Je comprends alors que sa colère ne date pas d'hier. Elle a mûri. Elle s'est accumulée dans le silence. Et quand elle explose, elle ne cherche pas à plaire. Elle cherche à dire ce qu'il estime être la vérité. Obispo affirme qu'il a été fidèle à Johnny jusqu'au bout. Qu'il a été présent dans les moments de création, de doute, de fatigue. Et qu'après la mort, tout cela n'a plus compté. Ce qui rend ses propos encore plus dérangeants, c'est qu'il ne se contente pas de critiquer. Il choisit un camp. Il le dit clairement.
Il affirme son amitié intacte avec David Hallyday. Il assume sa proximité avec Laura. Il refuse l'idée d'une neutralité confortable. Pour lui, dans cette famille, il faut choisir. Et lui a choisi. Je ne peux pas ignorer le poids de ces mots. Parce qu'Obispo n'est pas un inconnu en quête de visibilité. Il n'a rien à gagner. Il a même beaucoup à perdre. Son image, sa réputation, son héritage artistique. Et pourtant, il parle. Il attaque. Il dérange. Ce qui me frappe le plus, c'est la cohérence de son récit. Qu'on le croie ou non. Qu'on l'approuve ou non. Ses paroles s'inscrivent parfaitement dans cette guerre de silence, d'absence et de contrôle. Elles expliquent peut-être pourquoi certains hommages sont ignorés. Pourquoi certaines présences sont niées. Pourquoi le conflit ne s'apaise jamais. À partir de ce moment-là, je comprends que cette histoire ne se limite plus à une famille. Elle englobe tous ceux qui ont gravité autour de Johnny. Ceux qui ont aimé. Ceux qui ont créé. Ceux qui ont été écartés. La mémoire du chanteur devient un territoire miné, où chaque pas peut déclencher une explosion. Quand un homme comme Obispo parle, ce n'est jamais anodin. Dites-moi si vous pensez qu'il a dit tout haut ce que beaucoup n'osent encore murmurer, et restez avec moi, car le prochain chapitre révèle comment cette parole a bloqué un projet colossal autour de Johnny et déplacé le véritable centre du pouvoir. Si ce travail vous aide à voir plus clair derrière les hommages et les silences, je vous invite à soutenir la chaîne en vous abonnant, car ce qui arrive maintenant révèle où se joue le vrai pouvoir. Le choc n'est pas une chanson ni une absence, mais une question simple et explosive. Qui a le droit de raconter Johnny, et qui décide de ce qui doit être tu? Je vais droit au cœur du conflit. Le projet de film biographique porté par Laetitia n'est pas un simple hommage cinématographique. C'est un acte de définition. Raconter Johnny à l'écran, c'est fixer une version officielle, une mémoire durable, une image qui s'imprimera pour longtemps dans l'imaginaire collectif. Un film ne se contente pas de montrer. Il tranche. Il choisit des scènes. Il efface des périodes. Il hiérarchise les relations. Et surtout, il impose un point de vue. Je comprends pourquoi Laura et David s'y opposent. Pas par jalousie, pas par revanche, mais parce qu'un biopic qui avance sans eux raconte forcément un Johnny incomplet. Ils l'ont connu avant la célébrité tardive, avant les dernières années, avant la maladie. Il porte une autre chronologie, une autre vérité intime. Être exclu de ce récit, ce n'est pas être privé d'un rôle. C'est être effacé de l'histoire de leur propre père. Laetitia, de son côté, revendique une légitimité différente. Elle a partagé les dernières années. Elle a accompagné la fin. Elle élève les deux plus jeunes filles. Elle estime protéger une mémoire fragile contre les interprétations. Dans sa logique, centraliser le récit permet d'éviter les fissures, les contradictions, les révélations qui dérangent. Mais centraliser, c'est aussi contrôler. C'est ici que Pascal Obispo devient une pièce maîtresse. Son rôle dépasse la polémique. Il détient quelque chose de concret, de décisif. Les droits de chansons essentielles. Sans Lucie. Sans Je te promets. Sans ces titres, aucun film ne peut prétendre raconter Johnny sans trahir sa trajectoire artistique. Et Obispo le sait. Il refuse de céder tant que Laura et David ne sont pas intégrés. Ce n'est pas une négociation financière. C'est un veto symbolique. Je vois alors le centre de gravité se déplacer. Le pouvoir ne se trouve plus seulement dans les héritiers légaux. Il se trouve dans ceux qui détiennent les clés du récit. La musique. Les images. Les témoins. Les archives. Tout devient levier. Tout devient condition. Raconter Johnny n'est plus un hommage. C'est une bataille d'accès. Ce qui me frappe, c'est que l'argent n'est presque plus évoqué. Les accords existent. Les parts ont été réparties. Les procès ont laissé des traces, mais ils ne suffisent pas à expliquer cette tension persistante. Ce qui est en jeu maintenant, c'est le droit de dire « j'étais central ». J'étais légitime. J'étais essentiel. L'héritage émotionnel dépasse largement l'héritage matériel. Je regarde ce conflit et je comprends qu'il ne peut pas se résoudre par un compromis technique. Parce qu'il touche à l'identité, à la reconnaissance, à la peur d'être relégué au second plan d'une histoire mondiale. Chaque camp redoute d'être réduit à une note de bas de page. Alors chacun verrouille. Chacun bloque. Chacun écrit sa version en parallèle. La conséquence est implacable. Les projets s'arrêtent. Les silences s'épaississent. Les hommages se fragmentent. Le public assiste à des célébrations disjointes, à des récits concurrents, sans jamais accéder à une vision complète. Johnny devient un territoire morcelé, partagé entre mémoires incompatibles. Je n'accuse personne. Je constate une mécanique. Plus le temps passe,
plus la mémoire se rigidifie. Plus les positions se figent, plus la réconciliation devient abstraite. Le biopic, censé rassembler, devient l'épicentre de la fracture. Et chacun s'en sert pour affirmer son existence face à l'autre. Je comprends alors que cette guerre ne concerne pas seulement un film. Elle concerne la postérité. Qui sera crue dans 10 ans? Quelle version survivra? Qui parlera au nom de Johnny quand les témoins se tairont? Le combat est là. Invisible, mais décisif. Ce n'est plus une guerre familiale. C'est une guerre de mémoire. Dites-moi si vous pensez qu'un film peut vraiment raconter toute une vie sans ceux qui l'ont vécu, et restez avec moi, car le dernier chapitre montre qui perd vraiment quand la mémoire devient un champ de bataille. Je regarde cette histoire dans son ensemble, et une chose devient évidente. Il n'y a pas de vainqueur. Pas ici. Pas après tout ce temps. Laetitia ne gagne pas, même lorsqu'elle contrôle certains récits. Laura et David ne gagnent pas, même lorsqu'ils reprennent une place symbolique. Jade et Joy ne gagnent pas, parce qu'elles grandissent au milieu d'un héritage fracturé qu'elles n'ont pas choisi. Même les fans ne gagnent pas, divisés en camps opposés, contraints de choisir une version plutôt qu'une mémoire complète. Laetitia a perdu l'homme qu'elle aimait, et avec le temps, elle a aussi perdu la possibilité d'un apaisement collectif. Chaque hommage qu'elle organise, chaque silence qu'elle impose, la protège peut-être, mais l'isole davantage. À force de vouloir préserver une image, elle se retrouve enfermée dans une position défensive permanente. Elle ne défend plus seulement Johnny. Elle défend sa propre légitimité, constamment remise en question. Laura et David, eux, ont perdu bien plus tôt. Ils ont perdu un père, puis des années de reconnaissance publique. Même lorsqu'ils réapparaissent, même lorsqu'ils parlent ou agissent, ils doivent encore prouver qu'ils ont le droit d'être là. Leur combat n'est pas celui de l'argent. Il est celui de l'existence symbolique. Être vus comme autre chose que des héritiers gênants. Être reconnus comme des enfants légitimes dans l'histoire de Johnny. Jade et Joy, quant à elles, grandissent dans une réalité fragmentée. Elles héritent d'un nom immense, mais d'une famille éclatée. Elles auront des images, des récits, des archives. Mais elles n'auront peut-être jamais cette chose simple, une mémoire familiale partagée. Elles ne sont coupables de rien, mais elles portent déjà le poids de choix fait avant qu'elles puissent comprendre. Je regarde aussi les fans. Ceux qui ont chanté ensemble pendant des décennies. Ceux qui se reconnaissaient dans les concerts, dans la voix, dans les silences de Johnny. Aujourd'hui, ils se disputent. Ils s'accusent. Ils se blessent en défendant des versions opposées d'un même homme. Johnny rassemblait des foules immenses. Sa mémoire, elle, les divise. Et au centre de tout cela, il y a Johnny lui-même. L'homme qui créait du lien. Qui aimait l'excès, mais aussi la fidélité. Qui parlait de liberté, mais cherchait l'amour. Aujourd'hui, son nom est associé à des conflits, à des silences, à des exclusions. Ce n'est pas ce qu'il aurait voulu. Mais c'est ce qui reste. Je me pose alors la question que personne n'ose trancher. Qui représente le vrai Johnny? Est-ce celle qui a partagé ces dernières années? Est-ce ceux qui portent son nom depuis leur naissance? Est-ce ses amis artistes, témoins de ses failles et de ses génies? Ou est-ce le public, qui l'a aimé sans condition? Peut-être que la vérité est plus inconfortable. Peut-être que chacun ne détient qu'un fragment. Une facette. Une version incomplète. Le problème, ce n'est pas la pluralité des mémoires. C'est l'impossibilité de les faire coexister. Chacun défend son territoire comme si reconnaître l'autre revenait à disparaître. La mémoire devient alors une arme. L'hommage, un champ de bataille. Et le silence, un mur infranchissable. Je ne juge pas. Je constate. Plus le temps passe, plus la fracture semble irréversible. Les gestes se répètent. Les absences deviennent prévisibles. Les occasions de réconciliation sont manquées, encore et encore. Ce qui aurait pu être un héritage commun se transforme en héritage disputé. L'héritage de Johnny aurait dû rassembler. Aujourd'hui, il divise. Before I continue, here's the question that changes everything. What if the real truth about Johnny was deliberately split so no one could ever own it? Dites-moi ce que vous retenez de cette histoire et quelles leçons vous en tirez, car parfois, comprendre ces drames familiaux nous aide à regarder autrement nos propres silences.